Le tourisme est-il mort? Et si oui, peut-il renaître de ses cendres? C'est le grand angle de ce dimanche 9 mai. Une fois la pandémie passée, va-t-on voyager comme avant? Le secteur du tourisme va-t-il se relever et sous quelle forme? De nombreuses questions qu'on va poser à un professionnel du secteur. Lionel Rabier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur fondateur du Tour Opérateur Voyage d'Exception et président de l'organisation Les Entreprises du Voyage Île-de-France. On le voit, l'Europe se déconfine en ce moment progressivement. Est-ce que l'été s'annonce bien? Alors c'est un peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les frontières réouvrent à partir de la fin juin. Donc aujourd'hui, les Français savent qu'ils peuvent partir en vacances en Europe ainsi que dans l'espace européen. Il y a effectivement un frémissement au niveau des réservations. Mais c'est très progressif. Donc on va voir dans les jours et dans les semaines qui viennent. En 2020, le secteur du tourisme et du voyage représentait 272 millions d'emplois dans le monde, contribuant à 10% du PIB. Une récente étude du World Travel and Tourism Council chiffre l'impact de la crise sanitaire. Le chiffre est absolument astronomique. 3 800 milliards d'euros. On était plutôt jusqu'ici sur 1 300 milliards. De toute façon, on est dans des ordres de grandeur qui sont un petit peu délirants. Mais comment ça s'explique ? Ça s'explique tout simplement parce que vous avez de nombreux pays dans le monde aujourd'hui qui n'accueillent plus aucun touriste. C'est le cas notamment en Asie, c'est le cas en Océanie, en Amérique du Sud. Et donc c'est des pays, tout comme la France d'ailleurs, dans lesquels le tourisme international représente 7, 10, parfois 15% du PIB. Et quand on dit tourisme, ça touche plein de secteurs en fait. C'est ça qu'on a parfois tendance à ne pas voir si on prend dans la globalité, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous avez, on peut déjà distinguer le tourisme loisir, donc les gens qui partent en vacances, du tourisme d'affaires, donc ceux qui vont dans un pays pour y travailler. Donc c'est déjà, on va dire, deux familles du tourisme qui sont différents. Puis ensuite, quand on regarde sur un pays comme la France, vous avez les gens qui viennent en France. Donc ceux-là, effectivement, consomment de l'hôtellerie, de la restauration, des congrès. Et puis vous avez aussi les Français qui partent à l'étranger. Et là, vous avez d'autres types d'acteurs, notamment comme les compagnies aériennes, qui souffrent beaucoup, ou les agences de voyage, ou les tours opérateurs. Donc effectivement, vous avez énormément d'entreprises qui sont touchées malheureusement. La France, qui est la première destination touristique au monde, 193 000 emplois dans ce secteur auraient été perdus. Est-ce qu'on va vers une reprise estivale, mais pour laquelle on va manquer de main-d'œuvre pour exercer, pour rouvrir les hôtels, les restaurants? Non, je ne pense pas qu'on va manquer de main-d'œuvre parce qu'aujourd'hui, grâce aux aides que l'État a apportées aux entreprises, les entreprises ont quand même conservé une grande partie de leurs salariés. Donc je ne pense pas qu'il y ait un risque de main-d'œuvre. Il y a sûrement des gens qui ont quitté provisoirement le métier qui vont revenir. Le risque, c'est plutôt, on va dire, qu'il y ait des faillites d'entreprises, que cette embellie, cette légère embellie qu'on attend sur l'été, ne perdure pas et que beaucoup d'entreprises fassent faillite une fois que les aides cesseront. Mais ces aides, justement, est-ce qu'elles ont permis de préserver la France plus que ses voisins? Quand on regarde au niveau des chiffres, apparemment, les pertes sont moins importantes en France. Oui. C'est le système français qui a permis ça? Ah oui, absolument. Nous, en tant que tour opérateur, on travaille beaucoup avec des pays d'Asie, d'Amérique du Sud, et c'est effarant de voir la différence de traitement. En France, on a quand même bénéficié du chômage partiel qui est couvert quasiment à 100%. Donc ce qui a permis aux entrepreneurs comme moi, par exemple, de maintenir des emplois alors que l'activité était tombée à 0%. Je rappelle que vous êtes tour opérateur dans des croisières. Donc là, pour le coup, dans les croisières haut de gamme sur des petits bateaux. Et donc, effectivement, en chiffre d'affaires, on a perdu plus de 95% de notre chiffre d'affaires en un an. Donc oui, ces aides nous ont permis de maintenir les emplois. Et aujourd'hui, c'est une chance parce qu'effectivement, on espère une reprise et on peut toujours compter sur nos salariés pour cette reprise. Alors voilà pour le constat. On va maintenant essayer d'esquisser les pistes pour la suite. Certains pays rivalisent d'imagination pour attirer les touristes. Chèques distribués à Malte, circuits sans contact en Croatie, vaccins offerts aux Maldives. On passe en revue quelques solutions avec Lou Bureau. Le retour des touristes, oui, mais à quel prix? En Grèce, pas question de se priver d'un secteur qui représente 20% du PIB. Branle-bas de combat, les autorités ont lancé l'opération Liberté. Tous les habitants des petites îles touristiques sont vaccinés en priorité et peuvent ainsi prétendre au label de Covid-free. Entendez par là, zone sans Covid. De quoi rassurer la population locale et les touristes. Il y a beaucoup d'appels et beaucoup de réservations depuis qu'il a été annoncé que nous étions une île sans Covid. Il y a beaucoup de mouvements et nous serons prêts pour cet été.
Pour rentrer dans le pays, un simple test PCR ou une preuve de vaccination suffisent. Même ambition en Croatie, mais stratégie différente. Les autorités veulent le retour des touristes, mais en les isolant de la population locale. Encore faut-il savoir comment, là-dessus, pas de précision. En Nouvelle-Zélande, en revanche, les frontières restent fermées, sauf pour les voyageurs australiens. C'est la solution dite de la bulle de voyage, une sorte de corridor sanitaire entre un ou plusieurs pays considérés comme moins à risque. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Personne n'aime voir réduire son activité et se préparer à des moments aussi difficiles. La perspective d'avoir une saison plus normale est donc très motivante pour nous. Et nous sommes impatients de voir l'ambiance revenir en ville. Et puis, il y a les pays qui ouvrent leurs frontières à tous, sur simple présentation d'un test PCR et sans mesures particulières, comme le Mexique ou l'Égypte. En Chine, premier pays touché par le virus, les touristes étrangers sont toujours interdits, mais le gouvernement, qui assure avoir vaincu l'épidémie après des mois de privation très strictes, autorise le tourisme interne sans aucune restriction. Comme ici, sur la muraille de Chine, où le Covid semble être un lointain souvenir. Lionel Rabier, est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va partir vite et fort? Alors encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Et puis ensuite, j'éviterai vraiment de faire des prédictions parce que cette crise, elle a démarré il y a 1 an et demi. Et je me souviens, en avril 2020, on pensait que la reprise serait pour septembre 2020. Donc on s'est beaucoup trompé, hein, nous les professionnels, hein, et pas uniquement. Donc c'est vrai que je reste très prudent dans les prédictions. Ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il y a une très très forte envie de voyager. Donc on va dire que c'est la bonne nouvelle. Nos clients, nos voyageurs ont envie de partir. Je pense que cette crise a permis à chacun de se rendre compte à quel point le fait de voyager finalement était aussi un bien essentiel. Après, ce qui va vraiment déterminer la reprise, c'est on va dire, c'est le rythme d'ouverture des pays. Vous avez des pays qui sont déjà ouverts. C'est le cas par exemple des pays d'Europe du Sud qui forcent même pour tout simplement parce que ça s'ouvre plus, ouais. Tout simplement parce que le tourisme représente une part très importante de leur économie et donc ils ont besoin du tourisme. Puis il y a d'autres pays, notamment en Asie ou en Océanie, dont on pense que les frontières ne réouvriront pas avant la fin, avant 2022. L'Australie qui a annoncé fin 2022 pour une réouverture. Dans les solutions esquissées, il y a le pass ou certificat sanitaire qui fait quand même un petit peu polémique. Vous y êtes favorable ? Alors, la seule solution, il faut être clair, hein, c'est le vaccin pour tous et pour tout le monde. Donc on ne sortira pas complètement de cette crise tant que la vaccination ne sera pas offerte partout dans le monde. Et ça, c'est pas avant 2022. Et entre-temps, effectivement, il faut trouver des solutions pour permettre aux voyageurs de partir de façon sécurisée, à la fois pour eux-mêmes et évidemment pour les habitants. Donc plutôt favorable à un pass sanitaire ? Nous, on est favorable à toutes les solutions qui vont permettre aux pays d'ouvrir les frontières. Donc aujourd'hui, par exemple, pour l'Europe, on parle d'un certificat vert. Hein, c'est le nom que l'Europe a donné à ce pass sanitaire qui ferait que vous pourrez voyager dès lors que vous avez soit un test PCR négatif, soit une preuve de vaccination. Évidemment, nous, on y est favorable. Bruxelles souhaite justement ouvrir l'Union européenne à ces voyageurs qui seraient vaccinés, qui viendraient de l'étranger. Alors on pense, quand on est en Europe, on pense évidemment aux Américains. Est-ce que là, ça vous donne un souffle d'espoir pour l'été, peut-être déjà ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, le projet consisterait à classer les pays en 3 catégories. Donc des pays verts, ceux où l'épidémie est maîtrisée, où il suffirait d'avoir soit un certificat de vaccination, soit un test PCR de moins de 36 heures négatif pour pouvoir entrer. Donc ça concernerait les pays européens et une liste d'autres pays comme peut-être les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays où l'épidémie est maîtrisée. À l'inverse, vous avez les pays rouges, où là, il faut un motif impérieux, plus une vaccination, et plus une quarantaine à l'arrivée. Bon, on pense bien sûr à des pays comme l'Inde et le Brésil. Et puis ensuite, vous avez les autres pays où il y aura sûrement des mesures intermédiaires. Est-ce que dans ce contexte-là, on ne peut pas s'attendre aussi à ce que les touristes, les voyageurs aient peut-être d'autres envies ? Il y a cet intérêt pour des vacances plus écolo, plus éco-compatibles. Comment le secteur se prépare ? Parce que là aussi, ça va impacter l'aérien avec des avions plus propres, etc. Comment le secteur du tourisme se prépare ? Alors, au-delà, c'est vrai que le Covid a sûrement accentué, j'ai envie de dire, l'envie de tourisme durable chez les voyageurs. Mais au-delà de ça, on sait tous que notre industrie doit faire sa transition vers le tourisme durable et on a cet horizon de
2030 ou de 2050 où le voyage doit être zéro carbone. Donc c'est un enjeu fondamental. Et effectivement, moi je crois, c'est un combat que je mène au niveau de notre association. Je pense que nous, les professionnels du tourisme, on a un rôle à jouer, à la fois pour inciter les voyageurs par le conseil à choisir des voyages plus écolos ou plus responsables, et aussi vis-à-vis de nos fournisseurs, les compagnies aériennes, les hôtels, là aussi pour les inciter à avoir des... Mais si on est concret, parce que là vous avez une année d'arrêt, est-ce que vous avez réfléchi à des solutions très concrètes ? Est-ce que vous avez des exemples à me donner, par exemple, de tourisme plus écolo compatible ? Oui, enfin, alors ça dépend, bien sûr. Il y a la question du réchauffement climatique. Et là, une des solutions aujourd'hui, c'est évidemment des voyages en train, qui sont préférés à des voyages en avion, ou c'est des compagnies aériennes comme Air France ou comme d'autres qui proposent ou qui imposent aux voyageurs de compenser le carbone. Donc déjà là, vous avez une solution. Après, oui, les voyages qui proposent des activités, on va dire, plus vers l'extérieur ou on va dire les économies des pays sont plus impliquées, sont avantagées. Le tourisme de masse, c'est terminé ? C'était un des excès de la mondialisation, perçu comme un des excès de la mondialisation, ça c'est fini ? Alors, il y a beaucoup de... moi, je m'oppose à cette idée que... ça dépend de ce qu'on appelle le tourisme de masse. Je pense à Venise, par exemple, envahie par des touristes où les habitants sont dépossédés de leur ville. C'est un exemple. Nous, on est vraiment pour un tourisme populaire. Qui dit tourisme populaire dit un tourisme où on peut faire de la farniente en vacances, où c'est pas. Mais ça, on peut le faire sur une plage bondée de Méditerranée ou sur une plage là aussi, c'est le rôle des professionnels. C'est le rôle des croisiéristes, par exemple, puisque vous évoquez les armateurs à Venise, de faire en sorte que les passagers ne s'agglutinent pas au même endroit. Et donc aujourd'hui, par exemple... c'est votre responsabilité, c'est ça que vous dites ? Bien sûr, c'est la responsabilité si on veut que ça perdure, parce qu'on voit les conséquences. Typiquement, les croisiéristes, les armateurs, aujourd'hui, ont décidé d'arrêter, effectivement, de prendre des passagers à Venise et proposent, par exemple, de répartir les passagers sur une dizaine de villes aux alentours. Donc, il existe des solutions. Mais vouloir un tourisme qui soit réservé uniquement à une élite, c'est pas ce que nous, on souhaite, bien sûr. C'est pas le tourisme de masse non plus. Lionel Ravier, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. À très bientôt.